Goma. On nous montre que sur les 18 quartiers de la ville, le M23 n'en contrôlerait en réalité que 5. 5, ça fait à peine 28%. On est donc très très loin d'un contrôle total, hein. La grande majorité de la ville, 72%, reste sous le contrôle de l'armée congolaise, les FARDC, et des groupes d'autodéfense, les Wazalendo. Et ce n'est pas juste à Goma, si on dézoome un peu, on voit la même chose. Dans le territoire de Rutshuru, leur fief historique, on parle d'environ 30% de contrôle. À Walikale, c'est encore moins, à peine 5%, c'est presque rien. Et même au sud Kivu, là où on a beaucoup parlé de leur avancée, ils ne tiendraient qu'à peu près 20% du territoire. Donc le message clé, c'est vraiment ça. La réalité sur le terrain est beaucoup plus nuancée que l'image qu'on nous en donne. D'accord, mais alors, qu'est-ce qui a bien pu provoquer un tel retournement de situation? Comment on en est arrivé là? Eh bien, l'analyse qu'on étudie pointe vers un événement militaire bien précis. Un bombardement. Un seul bombardement qui a tout changé, qui a été un vrai tournant stratégique. Et cette cible, c'était Shanzu. Attention, Shanzu, ce n'est pas juste un village perdu sur une carte, c'était le cœur de la rébellion du M23. Leur quartier général, leur base logistique principale, tout passait par là. En gros, frapper Shanzu, c'était comme frapper directement le cerveau de l'opération. Et les conséquences de cette frappe, elles auraient été dévastatrices pour les M23. Imaginez, leur coordination est complètement perturbée. Les commandants sont obligés de revoir leur plan en permanence. C'est le chaos. Leurs objectifs de départ, foutus, neutralisés. Mais le plus important, c'est peut-être l'impact psychologique. Le doute s'installe, le moral des troupes s'effondre. Et ça, dans une guerre, ça peut être fatal. Et quand on est affaibli sur plan militaire, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça se voit et ça s'entend. Ce succès militaire a eu une répercussion quasi immédiate et très visible. Le discours du M23 a changé du tout au tout. C'est assez spectaculaire. Avant, on avait droit à des déclarations du genre « Nous marcherons jusqu'à Kinshasa », la grande bravade. Et maintenant, on les entend réclamer le dialogue, la négociation. L'analyse est claire là-dessus. Ce n'est pas parce qu'ils sont soudainement devenus pacifistes, c'est tout simplement parce qu'ils reconnaissent leur nouvelle faiblesse sur le terrain. Quand on ne peut plus gagner par les armes, eh bien, on demande à parler. Et pendant que le M23 baisse le ton, l'armée congolaise, elle, fait exactement le contraire. Elle durcit sa position. Et cette citation du général Kenji, elle résume parfaitement ce nouvel état d'esprit. Nous ne sommes pas l'Église. Si vous nous frappez sur la joue gauche, n'espérez pas que nous vous tendions la droite. C'est on ne peut plus clair. Fini la retenue. Maintenant, chaque provocation aura une réponse militaire, immédiate et forte. Il faut aussi comprendre que tout ça se passe dans un contexte international bien particulier. Disons que les grands de ce monde ont un peu la tête ailleurs en ce moment. Les États-Unis sont focalisés sur le Venezuela, l'attention mondiale est tournée vers le conflit Israël-Palestine, l'Europe est évidemment préoccupée par la guerre en Ukraine. Résultat, il y a beaucoup moins de pression internationale sur ce qui se passe en RDC. Et ça crée une sorte de fenêtre d'opportunité pour l'armée congolaise, qui peut agir de manière plus décisive, sans avoir tout le monde sur le dos. Alors, avec cette nouvelle donne sur le terrain, que propose-t-on aux combattants du M23? Eh bien, une porte de sortie. C'est un peu la fin de partie qu'il aurait proposée. Et cette porte de sortie, c'est un processus de reddition très clair, en plusieurs étapes. En gros, voilà ce qu'on leur dit. Premièrement, approchez-vous des FRDC ou des Wazalendo. Deuxièmement, déposez vos armes. Ensuite, on s'occupe de votre transfert en toute sécurité vers les autorités. Et enfin, chaque cas sera traité individuellement. On insiste bien là-dessus. Ce n'est pas une amnistie générale où tout le monde est pardonné, non. C'est un processus structuré au cas par cas. Et il y a un détail qui n'en est pas un en fait. C'est crucial. Qu'est-ce qu'on fait des combattants étrangers, notamment les Rwandais qui se rendraient? La réponse est très claire. Pas question de les intégrer dans l'armée congolaise. Ça, c'est terminé. À la place, ils seront remis aux Nations Unies. L'idée, c'est qu'ils soient traités comme des réfugiés. C'est une façon de désamorcer la situation et d'éviter de les réinjecter dans un nouveau cycle de violence. Et on va finir sur une question. Une question qui, je pense, résume bien tout ça. Dans une guerre moderne, qu'est-ce qui compte le plus? Contrôler le terrain, physiquement, ou bien contrôler l'histoire, le récit qu'on en fait? Cette analyse montre bien cette tension. Le M23 perd du terrain, c'est un fait. Mais la vraie bataille aujourd'hui n'est-elle pas aussi celle de la communication, de la perception? C'est une question qui dépasse largement le cadre du Congo et qui nous interroge sur la nature même des conflits d'aujourd'hui. Goma. On nous montre que sur les 18 quartiers de la ville, le M23 n'en contrôlerait en réalité que 5. 5, ça fait à peine 28%. On est donc très loin d'un contrôle total, hein. La grande majorité de la ville, 72%, reste sous le contrôle de l'armée congolaise, les FARDC, et des groupes d'autodéfense, les Wazalendo. Et ce n'est pas juste à Goma, si on dézoome un peu, on voit la même chose. Dans le territoire de Rutshuru, leur fief historique, on parle d'environ 30% de contrôle. À Walikale, c'est encore moins, à peine 5%, c'est presque rien. Et même au sud Kivu, là où on a beaucoup parlé de leur avancée, ils ne tiendraient qu'à peu près 20% du territoire. Donc le message clé, c'est vraiment ça. La réalité sur le terrain est beaucoup plus nuancée que l'image qu'on nous en donne.
D'accord. Mais alors, qu'est-ce qui a bien pu provoquer un tel retournement de situation? Comment on en est arrivé là? Eh bien, l'analyse qu'on étudie pointe vers un événement militaire bien précis. Un bombardement. Un seul bombardement qui a tout changé, qui a été un vrai tournant stratégique. Et cette cible, c'était Shanzhou. Attention, Shanzhou, ce n'est pas juste un village perdu sur une carte, c'était le cœur de la rébellion du M23. Leur quartier général, leur base logistique principale, tout passait par là. En gros, frapper Shanzhou, c'était comme frapper directement